messieurs, bonsoir. Il s'est tenu jeudi 29 mai à Lamoutou un séminaire sur l'aménagement forestier dont le thème était plus précisément l'extension forestière par l'intégration des petits permis forestiers gabonais dans le processus. Intellect a voulu en savoir un peu plus. Et nous avons sur ce plateau pour en parler deux experts en fait qui ont été les animateurs de ce séminaire. Nous avons M. Biban, homologue au bureau d'aménagement forestier, et M. Moussila Guélé, responsable du bureau sensibilisation, vulgarisation et formation. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Ce thème qui revêt un intérêt particulier, un intérêt manifeste, pourrait susciter bien des débats. Et pour en parler, d'entre deux jeux, M. Biban, M. Moussila, pouvez-vous nous donner la définition du concept d'aménagement, M. Moussila? Monsieur. Bon, je vous remercie de nous inviter sur votre plateau, le plateau de votre télévision locale, Canal 7 de Kuala Lumpur. Bon, oui, effectivement, l'atelier s'est tenu à Kuala Lumpur. Il était question d'expliquer le concept d'aménagement, les enjeux de l'aménagement, les notions telles que la gestion durable, en fait, une gestion qui s'est faite sur la base d'un plan d'aménagement. Bon, en gros, l'aménagement, c'est un processus. C'est un processus qui intègre un certain nombre d'éléments qui sont la connaissance de la ressource forestière à travers les inventaires de plans d'aménagement, qui sont aussi les études socio-économiques qui permettent de prendre en compte la préoccupation des populations, mais aussi les études de faune. En fait, tous ces éléments, tous les résultats de ces études permettent d'élaborer un plan d'aménagement qui est en fait un document qui va nous permettre de gérer durablement la forêt. Donc, c'est un outil de la gestion durable. Notre séminaire, donc, à Kuala Lumpur, consistait à présenter le projet d'aménagement des petits permis et à expliquer aux populations l'intérêt d'aménager, les enjeux donc à l'aménagement. Oui, d'accord. Monsieur Nguélé, merci. On voit bien là que ce projet a une importance particulière, M. Biban. Et M. Nguélé, M. Moussila a voulu entrer dans l'historique. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions à ce propos? Qu'en est-il de l'historique de ce projet? Quelles ont été les motivations, M. Biban? Oui, je vous remercie pour la question. Il faut dire que le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais est né de la volonté du gouvernement de la République de mettre en œuvre toutes les dispositions du Code forestier. Il faut rappeler que la loi 1601 a 4 piliers fondamentaux, notamment l'aménagement forestier, l'industrialisation de la filière bois, la forte participation des nationaux et la protection des aires protégées comme les parcs nationaux que nous avons au jour d'aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, on voit bien qu'il y a 2 piliers forts, c'est-à-dire l'aménagement forestier et l'implication des nationaux. Et au regard également de cette loi, on s'est rendu compte que dès la promulgation du Code forestier, la plupart des opérateurs économiques ayant des capitaux extérieurs se sont vite lancés dans l'activité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des moyens matériels, ils avaient les moyens humains, ils avaient les moyens financiers pour le faire. Ce qui n'était pas le cas pour les nationaux. Alors le gouvernement a pensé qu'il fallait mettre en place un projet qui permettrait à la fois d'atteindre les 2 objectifs, c'est-à-dire faire de l'aménagement en impliquant les nationaux, d'où le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais. Un autre paramètre qu'on peut relever, qu'on peut verser à l'historique de ce projet, c'est de dire que la plupart des opérateurs économiques de la filière bois qui s'étaient lancés dans l'aménagement s'étaient rendus compte que finalement, ils évoluaient seuls. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient des plans d'aménagement, mais par ailleurs, la forêt était exploitée, mais dans des conditions non réglementaires qui ne respectaient pas le cadre légal
Et à ce moment-là, ça posait un problème. Donc c'était aussi une volonté parce que ces derniers ont eu à faire des études pour démontrer qu'ils versaient de l'argent à l'État, qu'ils respectaient la loi, mais qu'à côté de cela, tous les opérateurs ne s'étaient pas réellement engagés. Donc ça a été à l'origine du projet. Et on peut également ajouter qu'il y a eu d'autres études menées notamment par le programme sectoriel forêt environnement qui ont démontré la nécessité pour le gouvernement de se lancer dans ce genre d'activité pour permettre une gestion harmonisée du domaine forestier permanent de l'État. Donc c'est un vaste projet donc, pour l'État, monsieur là, on a envie d'aller chercher en fait les tenants et les aboutissants. Et on les a eus à travers vos réponses, et on a envie de savoir en fait à qui s'adresse ce projet. Et pour être précis, pour être trivial, ce projet s'adresse à qui et quel en est en fait le public cible? Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais s'adresse aux titulaires des petits permis. Il convient d'expliquer donc aux détenteurs de petits permis. Des petits permis, il convient d'expliquer que ce que nous appelons petits permis, c'est des permis qui ont une superficie inférieure à 50 000 hectares. 50 000 hectares, pourquoi? Parce que c'est la superficie à partir de laquelle le processus d'aménagement peut se faire. Avant, les petits permis, vous savez, les Gabonais en général avaient des permis qui avaient une superficie au maximum de 15 000 hectares. De temps en temps, il y en a qui avaient des pays de 20 000 hectares. Tous ces permis entrent dans la définition des petits permis, c'est-à-dire des permis qui ont une superficie inférieure à 50 000 hectares. Naturellement, vous comprenez donc toute la complexité. L'aménagement ne peut se débuter qu'à partir de 50 000 hectares, alors que les permis attribués aux Gabonais étaient inférieurs à 50 000 hectares. Ceci donc pose problème, et donc au projet, il y a un itinéraire d'aménagement que nous respectons, qui consiste dans un premier temps à sensibiliser, parce que l'aménagement est une notion qui n'est pas forcément comprise par le commun des Gabonais. À ce titre, nous leur expliquons d'abord, c'est-à-dire les titulaires de permis, et nous leur donnons nous leur donnons l'importance, nous expliquons donc l'importance de se regrouper pour atteindre les superficies à partir desquelles on peut aménager. Et au niveau des petits permis, nous procédons donc nous aidons les Gabonais à travailler ensemble. C'est pas évident, vous savez comment nous sommes par rapport à nos mentalités. Les intérêts ne sont pas forcément convergents. Donc nous les aidons à se regrouper, à travailler ensemble. Pour ce faire, il y a un bureau juridique, un bureau financier qui viennent apaiser, si vous voulez, la méfiance qu'ont souvent les compatriotes à travailler ensemble. Donc, monsieur Moussila, on comprend donc que ce projet révèle une certaine importance et a certains intérêts. Quels sont, monsieur le Président, quels sont les intérêts pour les forestiers détenteurs de petits permis, effectivement, à s'associer et à suivre? Évidemment, disons-le, notre jeu, c'est une aide de l'État, c'est une contribution de l'État. Et quel est l'intérêt pour les détenteurs de petits permis à s'associer et à suivre, en fait, le processus proposé par l'État? Oui, l'intérêt qu'ont les nationaux de se lancer dans ce projet, on parle bien des nationaux qui sont les détenteurs de permis, c'est que ce projet devient finalement comme une plateforme de service qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Monsieur Moussila venait de dire à l'instant que les Gabonais détenaient les permis de 15 000 hectares, alors que pour se mettre en aménagement, il fallait avoir des superficies de 50 000 hectares. Et la même loi, celle que nous avons en référence, dit qu'au bout d'un certain temps, si vous ne vous mettez pas en aménagement, on vous retire le permis. On vous retire le permis nécessairement par un retour au domaine. Et on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs permis ont échappé à cette sanction
parce qu'ils se sont mis au projet. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous avez reçu ce message de sensibilisation, dès l'instant où vous vous êtes rapproché des responsables du projet, dès l'instant où vous avez pris cet engagement de vous mettre en aménagement à partir du projet, votre permis est maintenu. Donc, quel que soit le montant que vous devez, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le rembourser. Et à ce moment-là, le projet devient votre défenseur au niveau non seulement de l'administration à laquelle nous appartenons, mais également vis-à-vis des impôts. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que finalement, vous n'êtes plus seul à chercher la personne avec qui vous allez vous regrouper. Parce qu'il y a une plateforme de service qui a été mise là, qui a été mise en place à travers le bureau sensibilisation. Parce que dans ce projet également, il y a un service cartographique qui peut voir qui sont les permis, qui sont les détenteurs de permis autour du vôtre. Parce que ces différents bureaux également ont la facilité de rentrer en contact avec les différents titulaires et d'amorcer la discussion. Donc finalement, vous avez beaucoup plus de facilité pour faire des regroupements. Et comme disait Paulin également, vous avez la possibilité d'avoir des cadres qui sont expérimentés, qui ont de l'expertise pour constituer ces regroupements-là et les porter au niveau de l'administration. Donc je crois que le premier intérêt, si je peux me résumer, c'est de dire qu'à travers le projet, vous avez la garantie déjà de maintenir votre projet. À travers le projet, vous avez la facilité d'obtenir des moratoires vis-à-vis des impôts pour un échelonnement et d'avoir des partenaires socio-économiques avec lesquels vous pouvez travailler. Voilà, on perçoit donc que ce projet a un intérêt économique, un intérêt social. Et on pourrait également entrevoir l'intérêt écologique, monsieur-là. Oui, vous savez, l'aménagement, c'est non seulement qui a des implications sur la conservation de la biodiversité, qui permet une viabilité économique, qui permet de prendre en compte les préoccupations sociales et surtout qui permet aux Gabonais de devenir des acteurs à part entière. Quand je parle d'acteurs gabonais à part entière, je fais allusion au fermage qui était en fait la procédure d'exploitation en général des Gabonais, qui était la façon d'exploiter les forêts compte tenu du manque de moyens qu'ont les nationaux pour exploiter leur permis. Aujourd'hui, devenir acteur à part entière veut dire qu'il doit s'impliquer, qu'il ne doit plus se contenter seulement de recevoir des royalties des exploitants. Il doit partager les charges, c'est-à-dire participer activement à l'exploitation et le reste à faire, voilà, et au finish, ne recevoir que le revenu par rapport au prorata de sa participation, c'est-à-dire la richesse de sa part. Voilà, et nous avons donc dit que ce projet, l'État est l'initiateur de ce projet. À quel niveau et à quelle hauteur s'investit l'État? À quel niveau, vous savez, c'est très important que le gouvernement l'aperçoit très tôt. Cette initiative, effectivement, s'il n'avait pas été prise, aurait mis des Gabonais hors de la filière bois. C'était très dangereux de voir des compatriotes ne pas participer à l'économie, dans les activités économiques de notre pays, alors que le Gabon, vous savez, comprend plus de 80% de forêts en termes de superficie de son territoire forestier, de son territoire national. 80% constitué de forêts. Mais il était donc très important de tout faire pour maintenir les Gabonais, les nationaux, dans ces secteurs. Voilà. C'est très important, les applications sont énormes. Et à côté de cela, il convient de savoir que l'aménagement a des implications énormes. Le développement local, vous voyez, vous constatez que quand nous parcourons le pays, nous sommes vraiment
je veux dire, étonné de voir autant de pauvreté dans notre milieu rural. Alors que le secteur forestier, souvent il y a même des exploitations à côté de ces villages qui n'apportent rien au village. Voilà. Donc il était important finalement que l'on réfléchisse sur la meilleure façon de gérer et surtout d'induire le développement dans le milieu rural. L'aménagement répond parfaitement. Vous savez, on vous a dit que je venais de dire, mon collègue aussi l'a dit, la prise en compte des préoccupations des populations nous permet effectivement d'analyser, de comprendre leurs besoins. Et en général, à travers l'article 251 du Code forestier, ces préoccupations sont naturellement prises en compte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans tout plan d'aménagement, les études socio-économiques doivent être faites pour prendre en compte de façon objective vraiment les préoccupations des populations locales. Alors donc on comprendra par cela que l'aide de l'État est technique, financière. Monsieur Hubin, l'État intervient techniquement, l'État intervient au niveau financier, l'État intervient au niveau de l'organisation même, de la mise en place même du projet. Oui, vous me donnez là l'occasion de reprendre un tout petit peu ce qu'on venait de dire, que en fait c'est une plateforme de service. Ça veut dire que l'opérateur économique n'aura plus à dépenser de l'argent qui, disons, l'opérateur économique avait l'obligation de dépenser en moyenne 3 500 à 4 500 francs par hectare pour la réalisation d'un plan d'aménagement. Or, dans ce coût-là, on lui demande de ne prendre que la première partie des dépenses, c'est-à-dire la réalisation des inventaires d'aménagement, c'est-à-dire la connaissance de la ressource qui est disponible à l'intérieur de sa forêt. Donc, si on regarde ce montant-là par rapport au reste des charges qui reviennent intégralement au projet, on comprend tout de suite qu'il est suffisamment allégé, qu'il a intérêt à se rendre vers le projet et qu'à la limite, le projet devient une bouée de sauvetage, ce qui a été même le thème de notre premier article à l'Union lorsqu'on a démarré ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, la dépense, elle est importante. On ne va pas lui remettre de l'argent en main propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer les prestataires de services. Et là encore, je crois que... Et l'État propose l'expertise. Voilà. Non seulement l'État propose l'expertise que nous avons pour certains dossiers, mais en plus, l'État paye les experts qui viennent réaliser les travaux pour lesquels l'opérateur économique était censé sortir de l'argent. On retient donc, monsieur Moussila, que les populations rurales sont largement bénéficiaires et que l'État apporte là une bouée de sauvetage. L'État jette là un peu sa grosse main pour aider en fait ceux qui en ont besoin. Et cela nous amène à aborder le deuxième point de notre émission, les modalités pratiques du projet, évidemment, avec toute la littérature qui sort les définitions des concepts et des intrants. Nous voulons savoir en fait de façon pratique comment les choses se déroulent. C'est simple. Tout clair, le permis se présente au projet. Le projet, il apporte son titre d'exploitation, en fait, un arrêté, et il est demandé aussi une pièce d'identité. Nous ouvrons simplement un dossier pour l'intéressé. Nous prenons en compte finalement dans notre base de données, au niveau de la cartographie, de ce permis. Donc, une fois ce permis enregistré au projet, nous regardons au niveau de ce permis, en fait, dans l'aire géographique de ce permis, s'il y a d'autres permis qui peuvent faire en sorte que le regroupement permette d'atteindre les 50 000 hectares. Bon, bien sûr, ça paraît facile comme ça de dire, mais simplement, on va faciliter donc la signature des contrats entre les différents titulaires. Nous allons, en plus, le groupement constitué
faire un contrat entre le groupement constitué et le permis, et le projet. À ce moment, nous prenons la charge de faire signer la convention à l'administration forestière. Dès lors que la convention provisoire d'aménagement, d'exploitation, de transformation est signée par l'administration forestière, ce niveau devient l'officialisation du début du processus d'aménagement. À ce moment, le projet met en branle de ses moyens techniques, financiers, pour aider ce titulaire ou ce groupement dans le processus d'aménagement. Comment? Par l'appui dans l'inventaire d'aménagement, c'est-à-dire que ça part des protocoles d'inventaire au résultat de l'inventaire. Quand on a les résultats de ces inventaires, nous allons commencer à faire, et d'ailleurs même avant, nous procédons à mettre en place une assiette annuelle de coupe qui leur permet, vous savez, normalement, l'inventaire d'aménagement est pris sous la charge des titulaires. Mais nous trouvons donc des moyens qui permettent aux titulaires de ne pas trop sentir le poids de cette dépense. Mais au final, ce qui est important de dire, c'est que toutes les études qui vont se faire après l'inventaire d'aménagement, c'est-à-dire les études socio-économiques, le flore, la biodiversité, sont à la charge du projet. Et en termes de finances, pour vous donner une idée objective, le projet participe pour 77% des dépenses financières. En fait, il ne reste que 27% à la charge du titulaire. Et encore, le projet réfléchit sur les moyens d'accompagner comme facilitateur auprès des institutions financières. Voilà. Pour avoir des crédits remboursables à des conditions souples. À ce propos, on a deux interrogations. Monsieur Dumont, monsieur là. Je m'appelle Dumba, je m'associe à Moussabou, et nous appelons notre frère Moudunga, et nous disons ce projet-là. Et l'État a-t-il mis les garde-fous que M. Moudunga, M. Bidumba et M. Moussabou n'aient pas de problème que sur une durée longue ou courte, qu'il n'y ait pas entre nous des situations conflictuelles? Bon, en fait, la durée à laquelle on fait allusion, c'est la durée d'une rotation. Une rotation, simplement, on va dire que c'est la durée de passage entre deux exploitations sur la même zone. C'est-à-dire que si j'ai exploité cette année, il me faudra en moyenne 25 à 30 ans pour que je revienne au même endroit, faire de l'exploitation. Simplement, ça veut dire qu'il est important, et votre question vraiment vient à ce titre, il faudra que ces personnes soient ensemble. Vous savez, en termes d'aménagement, si une superficie est extraite du groupement, on est obligé de reprendre tout l'inventaire. Et puis le danger est que la superficie soit au moins de 50 000 hectares qui soit utilisée pour faire de l'aménagement. Bon, effectivement, au niveau du projet, nous avons un bureau juridique qui permet effectivement de ficeler des contrats stables et d'assurer, d'accompagner au quotidien les titulaires pour que, en fait, qu'ils comprennent que leurs intérêts ne sont pas en jeu, que l'autre va avoir c'est pas d'énergie. Autre aspect du problème, effectivement, cette forêt que l'on va associer à cette forêt de M. Moussabou, que l'on va associer à cette ville, à celle de M. Moulunga, lorsqu'on sait que derrière M. Moulunga, c'est tout un clan, parfois toute une famille, lorsqu'on sait que derrière M. Moussabou, c'est tout un village. Voilà. Nous, on sait aussi, avec nos villages bantous, les autres espaces ruraux bantous,
On sait que sur 500, 600, 700 mètres, c'est tout tel clan qui était là. Est-ce que la crainte serait que l'on ait, par exemple, je le dis comme ça, M. Billon qui serait fortuné ou serait à la tête d'une famille et qui s'engagerait à prendre la forêt, pour être égal, la forêt du clan X pour le projet. C'est de façon pratique. Dans ces problèmes-là, oui, je vous remercie pour la question, comme disait mon collègue, qui est assez fondamentale, assez capitale pour le fonctionnement du projet. Et avant de répondre directement à la question, on avait demandé au début quelle était un peu l'implication du projet dans ces différents cas de figure. Il faut déjà dire également que l'une des choses que nous faisons, c'est non seulement de la sensibilisation, mais c'est aussi de la formation. Donc, quand deux opérateurs économiques s'arrangent à se mettre ensemble pour conduire une activité économique, on imagine bien que toutes ces questions sont en sous-main. Donc, il nous appartient, dans le cadre de la sensibilisation que nous faisons et que nous continuons à faire, de mettre déjà les garde-fous. Il nous appartient également d'appuyer cette sensibilisation par un programme de formation pour qu'on sache que la famille, c'est la famille et les affaires sont les affaires. Donc, le projet a ce devoir-là. Et dans notre démarche, le but n'est pas forcément d'imposer un programme de formation à qui que ce soit. Mais le but, l'objectif, c'est d'abord d'identifier les besoins en matière de formation dans les différents cas que nous avons. Et par la suite, nous allons élaborer d'autres programmes qui seront nécessairement les programmes de formation pour la gestion d'une entreprise. Donc, à ce moment, nous sommes convaincus que nous aurons déjà enlevé une épine dans le pied des différents opérateurs économiques qui veulent se lancer dans la filière. Donc, ça, c'est de 1. Et de 2, c'est ce que disait le collègue. Il y a des choses qui sont contractuelles pour lesquelles on ne peut pas se déroger à n'importe quel moment. Donc, on est obligé de suivre et c'est ça l'engagement du projet, de protéger les ententes qui sont signées entre les différents partenaires. Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est ce qu'on peut répondre. Bon, j'ajouterais simplement qu'il est important que les Gabonais comprennent effectivement par rapport à ce que nous entendons toujours toutefois dans nos villages, que les forêts appartiennent à tel clan ou tel autre. Il est important de savoir que la forêt appartient à l'État gabonais. L'État gabonais. Mais ce qui est important dans la nouvelle façon de gérer la forêt, c'est quoi? C'est dans l'aménagement. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, pour exploiter, il faut faire un plan d'aménagement. L'aménagement, l'élaboration d'un plan d'aménagement se fait sur la base des études préliminaires. Et dans les études préliminaires, nous avons parlé de l'inventaire d'aménagement qui prend en compte, ça c'est la loi qui le fixe, les diamètres qui vont de 20 mètres, de 20 cm au-delà. Mais aussi, qui tient compte aussi de la régénération naturelle, c'est-à-dire les diamètres qui sont inférieurs. Et ça va à partir des végétaux ligneux, j'entends parler, qui ont une hauteur de 30 cm. Ça c'est flore, côté flore, flore. Mais il y a aussi l'autre aspect qui concerne les études socio-économiques, c'est-à-dire la prise en compte des populations, bien des préoccupations des populations. Aujourd'hui, dans la nouvelle façon d'aménager, c'est-à-dire sur la base d'un plan d'aménagement, forcément dans le plan d'aménagement qui permet finalement de commencer l'exploitation, on a déjà pris en compte les préoccupations de ces populations. En fait, les problèmes des populations, toutes les grèves qu'on a entendues par-ci par-là, les barrages, et ainsi de suite, en fait, à mon avis, c'est des choses que vient régler l'aménagement forestier. C'est des choses. Au moins avec l'aménagement, tout le monde saura qu'il y a des études préliminaires qui prennent en compte les préoccupations des populations, c'est-à-dire les utilisations des massifs forestiers par les populations. De la charge, des plantations, l'extraction des
produits à des fins médicinales ou culturelles. Donc tout ça est déjà pris en compte. Et quand on parle d'une exploitation sous aménagement, normalement, il doit prévoir cette préoccupation. Les populations, en principe, n'attendent que des bénéfices pour eux-mêmes et pour la communauté, parce qu'elle est tenue. Donc nous voyons là que ce projet d'une importance particulière et que pour la Moutoune, elle constitue une étape parmi tant d'autres. Quel a été l'écho de votre campagne? L'écho, nous avons été surpris de la réaction de nos compatriotes à travers toutes les 9 provinces du Gabon. Effectivement, les gens ont compris la nécessité de cette nouvelle façon de gérer la forêt. Donc la gestion durable, c'est-à-dire la gestion sur la base d'un aménagement. Voilà. Simplement parce que ce qui déplorait avant est finalement corrigé. Et désormais, ils sont un peu au centre. Voilà. Nous comprenons donc que les populations ont adhéré et font confiance à l'État et participent et souhaitent participer de manière effective à ce projet. Les données chiffrées, est-ce que nous avons, suite à votre campagne de sensibilisation, des données, des chiffres qui parlent? Effectivement, les chiffres qui parlent, nous ne pouvons les retenir que de nos bases de données, qui démontrent aujourd'hui que nous avons près de 90 titulaires qui sont véritablement engagés au projet, que nous suivons au quotidien. Sur les 90 titulaires, nous avons déjà 2 conventions provisoires d'aménagement, exploitation, transformation qui sont signées pour une superficie qui avoisine les 200 000 hectares. Nous avons 2 autres conventions qui ont été déposées sur lesquelles nous sommes en train de porter des amendements. Ces conventions vont être signées nécessairement dans les tout prochains jours, notamment je pense avant le prochain comité de pilotage qui aura lieu au mois de juin prochain. Donc ces 2 conventions doivent atteindre pratiquement 100 000 hectares parce que nous avons une convention dans le groupement de Pana, ici à côté, et une autre convention dans la zone de Boué, pas loin de la Lopé. Donc nous pensons qu'avec ces chiffres, le projet est en bonne voie. Nous évoluons au rythme qui avait été fixé dès le départ. Donc nous avons également, je crois, atteint déjà les 900 000 hectares déjà enregistrés au projet. Et comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, avec les attributions qui se passent maintenant par adjudication, nous croyons que l'objectif sera atteint, peut-être pas cette année, mais comme il y aura encore des adjudications l'année prochaine et le projet continue également, nous croyons que d'ici 1 an ou 2, nous allons atteindre l'objectif de 2 500 000 hectares fixé par le gouvernement. L'écho est donc favorable parce qu'on sait que ce projet vise également, outre l'aspect économique et social, écologique, vise également en fait à redistribuer la forêt aux Gabonais, de faire en sorte que la forêt revienne aux véritables propriétaires que sont les Gabonais. Lorsqu'on sait que nous avons eu, j'ai envie de dire, une forte agression des exploitants étrangers. Dans ce cas, on a envie de finir là-dessus. M. Moussila, M. Guéry, nous avons envie de finir sur les perspectives. Et en guise de conclusion, l'un et l'autre allez nous dire qu'est-ce que vous envisagez en fait pour l'avenir quant à ce projet. Commençons par M. Moussila. Bon, en termes d'avenir, nous pouvons déjà dire que nous avons déjà atteint nos premiers objectifs fixés. On arrive peut-être pas au terme, on est en bon chemin en matière de sensibilisation. Nous avons des regroupements, comme on a dit, qui sont effectifs et en termes de perspective, c'est essentiellement les activités de terrain. Comme on l'a dit depuis le début, nous devons connaître la ressource. Donc pour connaître la ressource, il faut faire des inventaires. Donc à ce niveau-là, nous avons commencé à former les bureaux d'études nationaux pour la réalisation de ces travaux de reconnaissance de la ressource, ces travaux d'inventaire. Donc formation réalisée. Nous sommes en train de passer parfois les appels d'offres pour l'acquisition de certains marchés. Et par la suite, il va falloir aller régulièrement sur le terrain pour voir l'exécution de ces travaux. Donc, en tant que l'un des responsables du bureau aménagement, je peux dire que l'objectif principal du projet maintenant, c'est la mise en œuvre des opérations techniques qui vont se réaliser essentiellement
sur le terrain pour l'ensemble des concessions forestières que nous sommes en train d'aménager. En fait, en termes du projet, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir une filière très organisée, bien organisée, avec des acteurs nationaux qui seront devenus des acteurs, vraiment des vrais acteurs de la gestion durable, avec la mise en commun peut-être de certaines ressources, telles que les bureaux d'aménagement, qui pourront perpétuer, si vous voulez, cette culture d'aménagement, de gestion durable. Au finish, il faudra aussi avoir une administration capable de suivre les aménagements et le contrôle des opérations sur le terrain. Finalement, donc, un secteur forestier ou la filière bois complètement maîtrisé et résolument engagé dans l'aménagement, dans la gestion durable. Voilà, donc un espace forestier, des éléments engagés au service des Gabonais, pour les Gabonais. Tels en fait sont les termes que nous pouvons ressortir à l'issue de cette émission. Mesdames, Messieurs, Intellect ce soir s'achève et nous vous demandons d'observer en fait aujourd'hui un certain nombre de comportements par rapport à nos forêts. Nous demandons aux uns aux autres, suite selon les dires de nos invités, de vous unir pour exploiter la forêt gabonaise. Bonsoir.